Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Weekend. Comme tous les vendredis, vous le savez, nous revenons sur les moments forts de l'actualité, culture, sport et loisirs. Ça y est, nous y sommes, le printemps est enfin arrivé, hier jeudi 20 mars. C'était également la journée mondiale du bonheur et pour en parler, nous avons reçu l'auteur d'un livre qui s'appelle « Petite philosophie pour grandir ». Elle s'appelle Charlène Guinoiseau, elle nous livre ses petits secrets pour être heureux. Voici un extrait. Évidemment, dans cette journée internationale du bonheur, j'ai envie de vous demander, par rapport à ce livre, quelle est votre conception du bonheur ? Eh bien, pour moi, le bonheur, ce serait d'être soi et d'être prêt à accueillir la joie quand elle se présente, comme aujourd'hui ce grand soleil. Vous êtes éditrice de métier, je le rappelle, c'est votre premier ouvrage en tant qu'auteur. Comment est venue cette idée justement de cette envie d'écrire ce premier livre ? Eh bien, j'écris depuis que je suis toute petite dans mes carnets, des poèmes, plein de choses. Et donc, j'ai toujours eu envie d'évoluer dans l'univers du livre et de l'écrit. Donc, je me suis dirigée vers l'édition de manière assez naturelle. Et puis, en fait, ce livre, je le porte en moi depuis très longtemps, depuis des années. J'ai beaucoup réfléchi à l'enfance, au fait de grandir, à quand est-ce qu'on est adulte, est-ce que c'est une question d'âge, est-ce qu'on peut grandir plusieurs fois dans une vie. Et donc, voilà, dans le cadre d'une collection que nous lancions, dirigée par Catherine Rambert, ce thème m'est apparu, grandir, puisque je devais en choisir plusieurs. Et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas l'écrire moi-même. C'était un peu une urgence pour moi. Vous l'avez écrit d'ailleurs en très peu de temps, en 2 mois, le temps d'un été quasiment. À travers Petite philosophie pour grandir, quel message vous voulez adresser à vos futurs lecteurs ? Le message premier, c'est vraiment d'être soi et de ne pas avoir peur d'accepter ses blessures, ses failles, ses faiblesses, qui n'en sont peut-être pas d'ailleurs, et d'avancer et de faire de son histoire sa meilleure alliée. Par rapport à ce livre, il y a plein d'évidences en fin de compte dedans qui sont semées un petit peu partout. C'est des évidences en fin de compte auxquelles on ne pense pas dans le quotidien, non ? C'est un peu ça ? Et parfois, quand une chose est juste devant nous, on ne la voit pas. Et en fait, effectivement, beaucoup d'évidences qu'il est bon parfois de se rappeler et d'en faire quelque chose à soi. En fait. Je le rappelle, ce livre est sorti il y a quelques semaines dans les librairies. Est-ce que justement cet ouvrage vous a fait grandir un petit peu d'une certaine manière ? Oui, oui. Eh bien oui, puisqu'en l'écrivant, forcément, j'ai dû retourner en arrière dans ma propre histoire et puis avancer plus loin. Et puis tout ce que ça m'apporte aujourd'hui, tous les messages que je reçois, etc., me font encore grandir. Et être avec vous ce soir me fait grandir aussi. Pour préparer ce journal, évidemment, je l'ai dévoré, si j'ose dire, puisqu'il est vraiment très intéressant. Alors, je vais en prendre une ou deux de phrases que j'ai trouvées intéressantes. On va les commenter, si vous voulez bien. Pourquoi sans vouloir de pleurer, chaque larme versée dessine une mare de sel à nos pieds, gommant les corps tenaces dans nos souliers, voilà 2 pieds tout neufs pour avancer. Quel est le message à travers tout cela ? Le message, c'est que quand on a vécu quelque chose de difficile, peu importe l'échelle de cette chose, c'est bien de pouvoir l'exprimer et on se lave quelque part et voilà, après on est prêt à avancer et à accueillir le bonheur quand il se présente. Et puis il y a une des dernières phrases qui nous intéresse un petit peu plus, les journalistes, qui est assez drôle. Le savoir est la photo d'un instant T, une photo jaunie au regard du lendemain. Chic, de beaux reportages restent à venir. J'avais pas pensé à celle-ci. Bien oui, puisqu'en fait, arrivé à la fin de ce livre, je me suis dit que si je l'écrivais dans 2 mois, dans 6 mois ou dans 10 ans, il serait différent. Et j'ai trouvé chouette de se dire que justement, c'était le dernier message à apporter, qu'on pouvait grandir encore beaucoup, que ce qu'on écrit aujourd'hui n'est pas le reflet de ce qu'on écrira demain et que donc tant mieux, il y a encore plein de choses à découvrir. À Elancourt, maintenant, certains sont partis à la découverte de l'espace. France Miniature a accueilli Jean-Luc Pasquier, porte-parole d'Astrium, le leader européen de l'industrie spatiale. C'était à l'occasion d'une animation autour de la maquette Ariane 5, Aurélia Debussy et Jonathan Wildman. Près de 450 kg de résine et 1500 heures de travail auront été nécessaires à la fabrication de la fusée Ariane 5. Inaugurée en 2011 à France Miniature, car oui, il s'agit bien d'une reproduction ou un 20e, cette maquette de plus de 2,60 m était à l'honneur ce dimanche pour une animation découverte de l'espace. Au programme, un quiz pour évaluer ses connaissances et la rencontre avec un expert spécialement accueilli par le parc touristique pour l'événement. Tout le monde est fasciné par l'espace. Jean-Luc Pasquier est là aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Ariane 5, comment elle a été créée et pourquoi. Et il apporte un peu plus de précision sur l'espace.
Maintenant, je voulais parler un peu de la Station spatiale internationale. Est-ce que vous connaissez? Oui, dans Gravity, on parle. Eh bien, on en parle dans Gravity, absolument. C'est une bonne façon de connaître l'espace, même si tout n'est pas parfait dans Gravity. Oui. Il y a ici une magnifique maquette de Ariane 5. Hein. C'est toujours une fusée qui est importante pour l'Europe et pour notre société, puisqu'on en est le fabricant. Elle est bien plus petite que la vraie Ariane, mais elle est très représentative dans tous ces aspects. Hein. On explique aussi les différents rôles et utilisations des satellites, le fait qu'il y en a qui sont en orbite très très basse et qui servent par exemple à faire des photos, dans d'autres en orbite un peu moyenne par exemple qui servent à la navigation, et puis d'autres sur la fameuse orbite géostationnaire qui sont juste au-dessus de l'équateur et qui servent essentiellement pour les télécommunications. Mission accomplie. Après décryptage, tout semble plus clair pour ces jeunes visiteurs. J'ai découvert où se lançaient les fusées, comment étaient fabriquées les fusées, comment ça décollait, où ça a été lancé, par exemple, voilà. Les animations sont sans supplément au prix d'entrée du parc. Prochaine date à retenir, le week-end de Pâques où le chocolat sera bien entendu à la fête. Ça dure jusqu'au 23 mars. C'est un événement national, le Printemps des poètes. Le thème cette année, au cœur des arts. Plusieurs événements sont organisés sur le territoire, notamment à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Ce samedi, une journée entière de spectacles est consacrée à la poésie d'hier et d'aujourd'hui. Aurélia Debussy a reçu sur notre plateau Johan Lavabre, directeur et programmateur. Il nous donne tous les détails. L'idée, c'est que le spectateur va grandir au fil des heures. On va commencer le matin avec des spectacles pour les tout petits, à partir de 1 an. Alors justement, c'est à 11h, le premier spectacle. C'est à 11h, oui. On essaye vraiment de caler l'heure en fonction de l'âge des spectateurs. Donc le matin, c'est vraiment le meilleur moment pour les très jeunes spectateurs. Dès 1 an 1 an, 2 ans, 3 ans, mais jusqu'à 5-6 ans, il n'y a pas de souci. Et le spectacle s'appelle Bruissement. C'est Bruissement. Qu'est-ce qu'on y découvre? Alors c'est un spectacle, voilà, pour cet âge-là, c'est très, très sensoriel. Il y a un arbre sur scène, un arbre sonore, et il y a deux comédiennes musiciennes qui chantent, qui murmurent, c'est un éveil au sens, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Il y a vraiment au son, mais également, c'est très visuel, c'est très chanté, très chantonné. Un très joli spectacle, voilà, pour les tout petits. Ça peut être l'occasion de fréquenter une salle de spectacle pour la première fois de sa vie. Effectivement. Alors à 14h, ce sera Allons enfants de la poésie. Alors là, c'est un spectacle dans lequel sont chantés et accompagnés en musique un florilège de poèmes et donc de poètes. Oui. Lesquels? Voilà, alors c'est un florilège de poèmes sur le thème de l'enfance. Donc c'est Lucienne Deschamps qui orchestre tout ça. Et on entendra des poètes vivants, des poètes d'aujourd'hui. Il y aura un petit peu de texte de Jacques Prévert, mais surtout Bruno Doucet, David Dumortier et évidemment Roland Nadeau, qu'on ne présente plus à Saint-Quentin-en-Yvelines. On va quand même un petit clin d'œil à Roland Nadeau, donc ancien maire de Guyancourt, fondateur de la Maison de la Poésie et de la ferme de Bel-et-Bas. Absolument. Alors donc tous ces poèmes seront lus ou chantés par des jeunes, des ados, qui viennent, je crois, du club des jeunes théâtre et poésie. Oui, alors Lucienne Deschamps a invité, effectivement, avec la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce club théâtre et poésie. Et voilà, et quelques jeunes collégiens vont rentrer à l'intérieur du spectacle et y participer. Ouais. Alors dès 16h, on pourra retrouver, alors cette fois-ci, ce sont les fables de La Fontaine mises en musique. Alors dans le style de l'époque, c'est-à-dire de la musique baroque. Absolument. C'est un spectacle proposé par Amal Alaoui, qui est une chanteuse lyrique spécialisée dans le registre baroque. Et donc elle vient avec un claveciniste, une gambiste, donc qui joue de la viole de gambe, et elle-même chante et joue de la flûte à bec. Et donc c'est une plongée dans l'univers musical de Jean de La Fontaine, et on entendra donc les fables, les fameuses fables, qu'on connaît tous. Et qu'on apprend à l'école, alors du coup... Oui, voilà, alors le corbeau et le renard, voilà, toutes ces fables qu'on connaît très bien, et on les entendra mises en musique par des compositeurs de l'époque, de Jean de La Fontaine. Voilà, donc certaines fables seront déclamées dans le style baroque, ça peut être un petit peu déroutant, mais c'est intéressant de montrer une œuvre un petit peu dans son contexte, d'autres sont chantées, et puis progressivement, le spectacle se décale un petit peu, et on arrive vers quelque chose de plus contemporain, une manière peut-être plus actuelle de dire les textes. Une sorte de métamorphose, en fait, au long du spectacle. Ouais, absolument. Alors, la poésie, c'est vrai que
tous les publics n'y adhèrent pas forcément. Est-ce que le fait que ce soit mis en musique, ça la rend plus accessible ? C'est vrai que beaucoup de gens ont peur de la poésie, beaucoup de gens ont l'impression que la poésie ne s'adresse pas à eux. C'est un peu élitiste parfois ou... Moi je crois que les gens ont tort d'avoir peur de la poésie, je crois surtout que la poésie est très vivante et elle ne mord pas. Donc il ne faut pas avoir peur, on peut s'en approcher. Vraiment je crois que les poètes s'adressent au plus grand nombre, même si le plus grand nombre s'en méfie, mais c'est vraiment un tort. Voilà donc pour vous une bonne idée de sortie pour ce week-end. Vous pouvez retrouver tout le programme sur le site de la ferme de Bel-et-Bas. Le Solar Décathlon de Versailles a annoncé le parrain de son édition 2014. Il s'agit du navigateur Michel Desjoyaux, un marin depuis longtemps concerné par le devenir de la planète. Olivier Maniscalco et Jonathan Villeman. Vous allez me dire le parallèle entre les bateaux à voile et Solar Décathlon. En fait, sur un bateau à voile, a fortiori en compétition, on est très économe en énergie. Michel Desjoyaux, parrain du Solar Décathlon Europe de Versailles. C'est lors d'un point presse le 17 mars au ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement que l'annonce a été officialisée. Compétition internationale d'architecture environnementale, le Solar élira en juillet prochain le meilleur projet étudiant de maison alimenté en énergie solaire. Le navigateur finistérien, double vainqueur du Vendée Globe, a tout de suite adhéré au projet et apportera, outre sa notoriété, une conscience écologique qui ne date pas d'hier. Moi, j'ai tout de suite embrayé sur la proposition, à titre perso tout simplement, parce que moi je suis passionné de technologie, d'innovation, de compétition aussi, mais je suis aussi tout simplement citoyen. Mes 2 dernières maisons sont équipées de panneaux solaires thermiques, même en Bretagne, il y a assez de soleil pour chauffer de l'eau. Et sur la prochaine, dont j'ai déposé le permis de construire récemment, j'ai bien l'intention de mettre du solaire thermique, du solaire photovoltaïque, de l'éolien, de la récupération d'eau de pluie. Pour la première fois organisée en France, la compétition accueillera du 16 juin au 19 juillet les projets de 20 nationalités différentes. Des projets qui seront exposés au grand public durant 18 jours près du château de Versailles. Le Solar va ainsi permettre un coup de projecteur sur la maison écologique du futur. C'est le moyen de montrer qu'on peut construire différemment, qu'on peut améliorer des bâtiments existants et qu'on peut faire beaucoup d'économies d'énergie et utiliser les énergies renouvelables dans le bâtiment. Et puis de montrer aussi toutes les inventions, toutes les innovations qui sont en cours dans ce secteur. C'est une bonne manière de montrer effectivement qu'on n'est plus seulement dans l'innovation. L'innovation est en train de découler dans nos réalisations concrètes et c'est nécessaire parce que la transition énergétique, c'est vraiment le challenge du 21e siècle de notre continent et donc de notre pays. Lors de ce Solar Décathlon Europe, 2 projets français seront présentés. En 2012, lors de la dernière édition, c'est un prototype grenoblois qui l'avait emporté. Ils sont 8 coureurs complètement amateurs et s'apprêtent à réaliser leurs rêves. Participer à leur premier marathon lors du marathon de Rome le dimanche 23 mars. Immersion dans leur préparation avec Anthony Reich et Jonathan Villeman. Ils effectuent leur dernier footing, comme pour se rassurer, les ultimes foulées avant la grande épopée sur les routes italiennes. Philippe, Cathy, Christine et leurs partenaires se préparent au marathon de Rome. Très stressée, j'ai des problèmes, non pas de sommeil, mais d'intestin, j'arrive plus trop à manger, donc c'est les nœuds au niveau de l'estomac, mais bon, on va y arriver. Je ne dors plus, je ne pense qu'à ça. J'ai même du mal à me concentrer, j'espère que mon patron ne verra pas, parce que j'ai du mal à me concentrer sur mon travail. Je suis concentré sur la performance, le trajet. Elles connaissent cette bande de copains depuis plusieurs années. Pourtant, au départ, Cathy et Christine n'adhèrent pas du tout au projet. Elles faisaient partie des accompagnants. Mais tout bascule lors d'une soirée de novembre où l'entraîneur leur présente le projet sportif. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire ? Et je me suis prise un peu au jeu alors je suis assez challenge, et lorsque le coach a dit que sur la population française, il y avait à peu près un peu moins de 100 000 personnes qui avaient couru un marathon, je me suis dit, il faut que j'en fasse partie. Le premier marathon, on ne va pas chercher un chrono, on va surtout chercher à le finir. Donc on a privilégié un petit peu ce qu'on appelle les sorties longues, c'est-à-dire des sorties d'au moins 2 heures, 2 heures et demie. C'est-à-dire de passer un cap psychologique, de courir longtemps. Avant cela, ils couraient tous ensemble 1 à 2 fois par semaine depuis plusieurs années. Gérard a donc créé un planning personnalisé pour chacun avec des séances de fractionnés adaptées à leur capacité physique. Ah mais je peux plus m'en passer, c'est une drogue. Ah oui, oui.
tous les dimanches à la même heure, il faut aller courir. Oui, c'est vraiment une drogue. Mais pour franchir la ligne, ce peloton de coureurs devra surpasser le fameux mur des 30 km, une distance qu'ils ont accomplie pour la première fois il y a quelques semaines. Ça serait de le terminer. Mais voilà, secrètement, je me fixe 4h30. Je m'étais fixé le même objectif que Philippe, mais comme je cours beaucoup moins vite que lui, je me dis que c'est peut-être un objectif un peu surréaliste. Donc je vais fixer 4h30, mais on va peut-être faire 5h ou 4h45 peut-être. Au-delà du chrono, le plus beau moment sera très certainement le passage de la ligne d'arrivée qu'ils espèrent tous franchir le 23 mars prochain. C'est un grand nom dans son domaine. Vincent Jacquet est le directeur technique national de la Fédération française de cyclisme. Notre journaliste sportif Anthony Reich l'a rencontré. Il dresse le bilan des championnats du monde sur piste en Colombie où la France a décroché 5 médailles, dont 3 en or, grâce au nouvel ignimontain François Pervy. Voici un extrait de leur entretien. Vincent Jacquet, bonjour. Bonjour à vous. J'imagine qu'un peu plus de 10 jours après ces mondiaux à Cali sur piste, le directeur technique national que vous êtes est très satisfait après ce bilan de médailles et de titres. Grande satisfaction, oui. On peut le moins avec 4 médailles d'or et des médailles de bronze pour l'équipe de France sprint par équipe. C'est un bilan sportif tout à fait satisfaisant qui place les équipes de France à la place numéro 2 derrière l'Allemagne au niveau de l'échiquier mondial. Donc sportivement parlant, de très beaux résultats. Évidemment, on ne peut pas parler des mondiaux de Cali sans parler de François Pervis, le nouvel ignimontain qui est rentré tout simplement dans la légende du cyclisme sur piste. Vous avez raison, je crois qu'aujourd'hui, François l'avait dit, il partait pour 3 médailles d'or. Il a eu ces 3 médailles d'or, c'est en soi un grand exploit. Un exploit par rapport à un athlète complet physiquement, mais mentalement parlant, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Donc aujourd'hui, c'est une grande satisfaction. C'est une base solide et François n'est pas arrivé par là par hasard. C'est la somme d'années de travail qui aujourd'hui a fait exploser le talent d'un superbe athlète. Après ces 2 records du monde qu'on a connus et vécus en 2013, c'est vrai que c'était une belle revanche peut-être après sa non-sélection pour les JO de 2012. Il s'est reconstruit mentalement et puis maintenant il est devenu le leader incontesté. Je crois qu'il ne l'a jamais pris comme une revanche parce que François est quelqu'un de valeureux et d'honnête. Il l'a pris comme un nouveau challenge. Et dès lors que l'épisode douloureux de Londres s'est imposé à lui, il avait déjà un coup d'avance et il s'est dit je vais profiter de la difficulté des Jeux de Londres pour me reconstruire, pour me construire et encore être plus fort. Il y a une petite surprise dans ces mondiaux de Cali, c'est Thomas Bouda qui s'impose sur le mur, mais on n'en parlait pas beaucoup avant de lui quand même. Alors pour nous, ce n'est pas vraiment une surprise, c'est une vraie confirmation. Thomas avait besoin de croire en ses capacités, d'avoir un déclic mental. Il l'a eu lors de ces championnats du monde. Les phases de Coupe du Monde qui se sont passées les mois précédents ont été des révélateurs pour lui. Il est clair qu'aujourd'hui, il s'est positionné dans la situation du leader et le déclic s'est opéré au championnat du monde à Cali. C'est un jeune plein de culot et aujourd'hui son talent a vraiment explosé. Sur ces mondiaux, il y avait aussi l'équipe féminine qui est jeune, on sait que c'est une jeune génération. Quel est votre avis sur leur performance de Sandy Claire, Virginie Cuef notamment? Alors on a 2 athlètes à part entière qui ont 2 profils complètement différents. Je pense que Virginie doit croire en ses capacités. Réellement, il faut qu'elle ait le déclic. Ce qu'a eu Thomas Bouda, il faut que Virginie passe par là. Sandy est une bosseuse, Sandy est une besogneuse. Elle va avancer, elle va arriver. Je dois quand même souligner que même si elles ne font pas podium, même si elles ne ramènent pas de médaille, elles sont quand même dans leur meilleur temps des disciplines sur lesquelles elles se sont engagées. Donc le travail avance, paye, et aujourd'hui elles évoluent, l'apprentissage est long, mais leurs résultats sont très bons. Oui, pour rappel, Sandy a fini dans la finale du Keirin et puis Virginie Cuef, un 8e de finale en vitesse. C'est une jeune génération qui continue de progresser et qui va sûrement progresser encore plus ici. Oui, je crois que l'outil aujourd'hui, c'est indéniable, va les faire évoluer vers le mieux, vers le plus. Et il faut que nous, avec le staff, le coach et l'ensemble des personnes qui accompagnent ce collectif, qu'ils soient féminins ou masculins, qu'on soit capable de pouvoir les accompagner à vraiment performer et croire en leur capacité et leur chance. Après ces mondiaux, évidemment, on ne peut que louer ces résultats. Est-ce qu'il y a une cohésion, il y a une émulation qui est en train de se créer au sein de ce Team France, de cette équipe de France? Alors ça, c'est tout mon job. Aujourd'hui, on a des résultats, mais l'état d'esprit n'y est encore pas. Il faut qu'on crée cette équipe.
on a de fortes individualités, on a des gros égos à gérer. On a à faire digérer aussi un épisode dont on n'a pas parlé, on en a parlé pour François pour sa non-sélection, mais pour l'équipe de France, sprint par équipe, Boger, D'Almeida, Siro, on a encore à faire digérer cette médaille d'argent. Aujourd'hui, on a à faire évoluer aussi ces individualités pour que lors des grandes compétitions internationales, on arrive avec un groupe France et non pas des noms au sein de l'équipe de France. Vous le disiez, il y a ce bel outil derrière nous qui est le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Ça fait 2 mois et demi à peu près que vous êtes installé ici. Est-ce que vous sentez déjà un changement dans le quotidien, dans le travail, dans la façon d'évoluer? Alors le DTN, oui. Les athlètes, oui, évidemment. Mais ce n'est pas parce qu'on a l'outil qu'on va être performant. Aujourd'hui, cet outil est un moyen d'arriver à nos fins de podium et notamment de cet objectif Rio. C'est l'outil qu'il nous faut. Évidemment, au bout de 2 mois et demi, on est encore dans la zone de calage, de réglage. Et petit à petit, nous allons arriver dans le détail. Et comme chacun le sait, le diable est dans le détail. Donc si on arrive à être performant dans le plus petit dénominateur commun, je crois que cette dynamique autour du Vélodrome de Saint-Quentin sera positive. Quoi qu'il en soit, les athlètes le disent à chaque fois qu'ils viennent, nous n'avons jamais eu un outil de ce type et de ce haut niveau de performance. Maintenant, comme je le disais précédemment, c'est à moi d'insuffler qu'il faut travailler, qu'il faut être plein d'abnégation, qu'il faut respecter l'ensemble du collectif pour avancer. Tous les 2 ans, le château de Versailles accueille sur son grand canal ses traditionnelles régates. Plus de 1200 rameurs s'étaient donné rendez-vous pour tenter de s'imposer dans l'une des 15 courses proposées. Anthony Reich et Jonathan Willeman s'étaient rendus sur place. 200 équipages, une course toutes les 4 minutes sur le Grand Canal. Chaque coup de rame est donné sous les fenêtres du château de Versailles. Un spectacle quasi unique. C'est super, c'est assez beau en plus et esthétiquement c'est parfait. Pour des jeunes, on est tout à fait surpris de la vitesse avec laquelle ils pratiquent leur sport et leur motivation. La plupart des compétitions françaises d'aviron sont amicales à l'exception des championnats et des épreuves de sélection. Autant dire que les régates permettent de s'évaluer par rapport à la concurrence. Ça peut être des bateaux préparatifs pour les championnats de France, donc les 4 de couple et 8. Donc en effet, si c'est des bateaux clubs qui vont se retrouver sur les championnats de France, et donc de voir un petit peu quel est le niveau et éventuellement changer de catégorie si on se dit bon bah non, c'est pas ça pour nous, ou il y a trop de niveau, ou si vraiment il y a une compétition serrée et intéressante, motiver les rameurs pour la suite. Au milieu des 1200 rameurs, le membre de l'équipe de France, Thomas Barouk, est en lice avec ses coéquipiers de club. Mais problème, ils n'ont ramé que 2 fois ensemble cette saison. Lors des régates versaillaises, ils s'assoient dans le bateau pour le plaisir, pour prendre aussi quelques marques en vue des championnats de France en juin prochain. C'est l'occasion de ramer ensemble. Effectivement, on a un nouveau coéquipier dans ce bateau parce qu'on a fait avec ceux qui pouvaient être présents cette année. Voilà, il va falloir encore chercher des repères cet après-midi parce que le bassin est un peu compliqué, donc ça c'est pas gagné. Si son calendrier lui permet d'être présent aux régates, cette saison, Thomas Barouk rame surtout pour se faire une place dans le bateau olympique du 400 barreur poids léger. Allez, on termine cette édition avec votre traditionnel agenda. Ce samedi 22 mars, la ville de Trappes organise son carnaval de printemps. La compagnie Diffé-Caco propose son défilé carnavalesque, des ateliers de fabrication de costumes ou encore des ateliers de musique et de danse. Rendez-vous dès 16h sur la place des Merisiers. Ce samedi 22 mars, toujours du football américain. Les Templiers d'Elancourt affrontent les Dauphins de Nice. Ce sera la 4e journée du championnat de France élite. Coup d'envoi à 20h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès lundi à 18h. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end sur TV Fil.